plein du terme. Chacun a son parcours. Maintenant, les parcours ne sont pas de même longueur. Alors, les parcours ne sont pas de même intensité. Par conséquent, les gens sur le champ politique, ils ne sont pas à la même hauteur. C'est logique. Mais dites-vous bien que chacun d'entre eux a travaillé. Bon, le président Wade, naturellement, lui, c'est le dernier, pratiquement des monstres sacrés de la scène politique. Il a eu à engager un duel contre le président Senghor, contre le président Abdou Diouf. Il a eu à croiser le fer avec Jean Collin, pas dans une élection, mais sur le terrain politique et de façon très âpre. Alors donc, le président Wade est au monument. Et, à la limite, c'est le président Wade qu'on n'attendait pas. Parce qu'en politique, il faut éviter ce qu'on appelle le quart d'heure de trop qui a été fatal à de grands hommes. Je pense à Napoléon, par exemple. Napoléon, il a bâti des empires. Napoléon, c'est le père de l'université. Napoléon, il a créé le code civil. Napoléon, c'est lui qui a créé Saint-Cyr, l'école militaire de Saint-Cyr. Napoléon, il est également à la base de l'embryon ancestral de l'administration territoriale, c'est-à-dire la préfectorale. Mais où est-ce qu'il a fini? Il a fini à Sainte-Hélène, dans une prison. Parce qu'il est resté au pouvoir un quart d'heure de trop. C'est pourquoi le général de Gaulle a dit mieux vaut quitter le pouvoir 5 ans plus tôt que de le quitter 5 minutes plus tard. Donc vous remettez en Alors cause, donc le problème c'est que à la limite c'est le président Wade qui est l'intrus, si vous voulez coûte que je reprenne votre terme. Oui. Mais ce le président Macky serait-il un mandat de trop? Visiblement. D'abord ça a coincé au premier tour. Ensuite, il y a eu des péripéties dont on aurait pu faire l'économie. Et puis, à cet âge-là, quand on sollicite un troisième mandat, dites-vous bien qu'il y a 1001 interrogations qui se profilent à l'horizon. Alors donc, c'est un mandat quand même qui est problématique. C'est le moins qu'on puisse dire. Vous dites que Wade n'est pas un intrus et Macky alors? Mais Macky non plus, parce que Macky a cheminé derrière Wade, Macky a fait ses classes dans le PDS, avant un peu dans Ande Diop. Ensuite, il n'a jamais quitté la brèche. Ce qui veut dire que, quelque part, c'est un aboutissement logique. Bon, même si la vitesse de sa carrière, quand même, laisse les observateurs un peu pantois. Je connais des hommes politiques qui sont sur le terrain depuis très longtemps, mais ils n'ont jamais eu à engranger les succès de Macky, notamment au plan institutionnel. Dites-vous bien qu'en un temps record, au début de l'alternance, Macky n'était pas ministre. Oui. Alors, il s'est inconnu du bataillon, c'est ce que je disais. Bon, inconnu du bataillon au sens absolu du terme, je ne le pense pas. Je crois qu'au sein du bataillon du PDS, les gens se connaissaient entre eux. Mais il ne jouait pas les premiers rôles, il n'était pas dans le commandement du bataillon, il ne tenait pas le haut du pavé. Et en 2000, il n'était pas ministre. Alors, il s'est retrouvé puis ministre de l'Intérieur, ministère de souveraineté, par excellence, Premier ministre, directeur de campagne et président de l'Assemblée nationale. Voilà des stations que Djiboka n'a jamais occupées. Voilà des stations que Baye Jacques Diop n'a jamais occupées. Même le président Senghor n'a jamais été Premier ministre. Le président Abdou Diouf n'a jamais été président de l'Assemblée nationale. Donc, vous voyez, la carrière de... Il a été parachuté, c'est ce que vous êtes en train de nous dire? Parachuté, non. Par contre, propulsé, catapulté. Voilà. Sous l'homme tutélaire de Wade. Catapulté par Wade, précisément. Hein. Il doit une fière chandelle à Wade. Même si après il a été victime d'une bêtise inqualifiable dont il récolte aujourd'hui les dividendes. Il doit quand même une fière chandelle à Abdoulaye Wade. Oui. A-t-il été plus stratège que les autres ou bien il a joué à fond la carte de la victime avec tout ce qu'il a subi et vous l'avez rappelé avec Wade? Moi je crois qu'il a caressé tout le clavier. Il a caressé tout le clavier, c'est-à-dire il a joué, si vous voulez, sur plusieurs registres. Bon, il a récolté une bêtise, les dividendes d'une bêtise politique, je le répète. Il a fait montre d'une certaine ingéniosité, surtout au plan tactique. Il s'était approché du M23, il s'était même dans une certaine mesure arrimé au M23, tout en se donnant une certaine marge de manœuvre. Donc il a fait montre d'une certaine souplesse dans la tactique, ce qui lui a permis d'être présent sur le terrain de la contestation de la candidature d'Abdoulaye Wade, tout en battant campagne avec beaucoup de vigueur et beaucoup de détermination. Alors donc, si vous voulez, il a bien manœuvré, il a été particulièrement habile, alors, et ça s'est révélé électoralement payant. Même si il a eu aussi à commettre certaines fautes. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Pourquoi? Non, allons-y rapidement. Ah, mais par exemple, lorsqu'il dit que il s'est éloigné du M23, il est allé battre campagne, il s'est incliné devant la décision du Conseil constitutionnel sur la recommandation de son marabout. Alors,
Cela veut dire que l'oukase du marabout est beaucoup plus fort qu'un engagement solennellement et publiquement pris. Ça pose problème. Deuxièmement, en pleine manifestation violente dans les rues de Dakar, il a eu à dire envoyer les jeunes à la mort comme ça, c'est immoral. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas insulter l'avenir en politique, parce que demain, après le 25 mars, si Abdoulaye Wade confisque sa victoire, qui ira se battre pour lui? Quelle est la jeunesse qui ira au sacrifice? Lui qui trouvait la veille ou l'avant-veille que c'était immoral d'envoyer les jeunes à la mort. Qui nous dit que Wade ne va pas confisquer le pouvoir après le 25? Bon, je ne sais pas de quoi demain sera fait. Mais je veux dire, l'homme politique, dans sa communication, il doit éviter d'hypothéquer l'avenir ou de se gêner lui-même dans l'avenir. Mais enfin, nul n'est à l'abri des erreurs, après tout, les hommes politiques. Et va-t-il payer de ces erreurs, justement, entre ce second tour? Ce n'est pas moi qui réponds, c'est un homme politique français, socialiste, que vous connaissez très bien, Léon Blum, qui dit, en politique, les vertus ne sont pas toujours récompensées, mais les fautes se payent. Il va les payer cash, c'est votre avis? Mais comme tout un chacun, Abdoulaye Wade, il paye des fautes. Dans le passé, Senghor a payé. Qui n'a pas payé? Même le jusqu'à quel degré? Jusqu'à quel degré? Est-ce au point de ne pas remporter ce second tour? Ah non, 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 non. La victoire dans les urnes, c'est une autre paire de manches. Ça n'a rien à voir avec ces erreurs qui sont bénignes. Mais en politique, allez-y savoir si quelque chose est bénin. Moi, je me dis qu'en politique, une faute est toujours maligne. Elle n'est jamais bénigne. Mais enfin, de toutes les façons, la victoire, c'est une autre affaire. Hein, parce que là, on est sur un autre axe. Et puis, c'est le peuple qui a le dernier mot quand il s'agit d'une victoire électorale au deuxième tour. L'ingéniosité, la tactique, la stratégie, ce n'est pas inutile. C'est même précieux. C'est payant. C'est vital. Mais, entre nous, le dernier mot appartient au peuple. D'autant plus que personne n'accompagne personne dans les urnes. Le marabout n'accompagne, plutôt dans l'isoloir. Le marabout n'accompagne pas son talibé dans l'isoloir. La maman n'accompagne pas sa fille dans l'isoloir. Le papa non plus. Alors, c'est vous dire donc qu'une victoire au deuxième tour, ça, c'est vraiment... c'est du ressort exclusif du corps électoral, en l'occurrence le suffrage universel, en l'occurrence le peuple sénégalais. Puis, Babacar Justin Ndiaye, nous restons avec Macky Sall. Beaucoup d'intellectuels et d'analystes politiques pensent que s'il était élu, il serait un président par défaut. Est-ce votre avis? Bon, vous savez, ça, ce sont des appréciations qui découlent de formules particulièrement... j'allais dire de formules plus ou moins routinières. On a tendance toujours à dire que M. X est président par défaut. Plusieurs fois on entend cela. Mais est-ce que cela a un grand sens, une grande signification? Je ne le pense pas. De toutes les façons, on est président par la volonté du suffrage universel. Bon, par défaut, après on peut ajouter, on peut ne pas ajouter, on peut débattre. Mais primordialement, on est président par la volonté du suffrage universel. Ça, c'est sûr. Mais le seul fait qu'on parle de président par défaut, signifie-t-il que l'opposition classique a failli? Bon, mais l'opposition classique, qu'est-ce que c'est que l'opposition classique au Sénégal? Vous savez, il y a une certaine... PS, c'est l'AFP, c'est Moustapha Niasse, non, n'allez pas... Un degré moindre, Idrissa Seck. N'allez pas vite en besogne. On a observé une mobilité extraordinaire sur l'échiquier politique sénégalais. Macky, aujourd'hui, il est au deuxième tour face à Abdoulaye Wade, dont il a été l'un des plus fidèles et des plus efficaces militants. Moustapha Niasse, aujourd'hui, qui est dans l'opposition, il a été l'artisan décisif de la victoire d'Abdoulaye Wade en 2000. Alors, Idrissa Seck, n'en parlons pas. Lui, il revendique des actions dans le PDS, mais aujourd'hui, il est dans l'opposition. C'est donc dire qu'il y a eu une extraordinaire mobilité sur l'échiquier politique. Dû à quoi? Justement, dû à la dynamique interne de toute politique. Voilà. C'est que la politique, elle est comme ça. C'est un mélange de science et d'art. Tout peut arriver en politique. C'est de l'art, mais c'est en même temps de la science. C'est pourquoi c'est extrêmement compliqué. Alors, donc, dire qu'il y a une opposition classique par là, ensuite une barrière, et après cette barrière, vous avez une néo-opposition, je crois que ce sont des clichés qui passent bien à la radio, qui passent bien à la télévision, mais ça recoupe mal une réalité qui est beaucoup plus complexe et beaucoup plus mobile. En tout cas, aujourd'hui, c'est l'union sacrée autour de Macky Sall, avec la mise en place de Benno Bokk Yakaar, qui regroupe les candidats malheureux au premier tour. Quel commentaire vous inspire ce tout sauf Wade ambiant qui se dessine? Bon, ça m'inspire un tout petit peu un panorama qui s'était dessiné en 2000. À l'époque, c'était un peu du tout sauf Diouf, quelque part. Bon, et moi, je considère cela comme une alliance de type fourre-tout, sous-tendue plus par une colère plurielle que par des doctrines plurielles
ou des catégories politiques plurielles. Vous parlez de l'Alliance contre nature, par exemple? Je m'explique. En France, les choses sont plus limpides. Vous avez là-bas la gauche plurielle, qui regroupe le Parti communiste, qui regroupe toutes les sensibilités et toutes les obédiences plus ou moins de gauche. Bon, socialiste ou parasocialiste. Vous avez la droite également, qui est particulièrement bien structurée dans un périmètre politique bien délimité. Mais ici, dans nos pays, l'ambition, la soif de pouvoir, ça crée des situations insolites, inédites, incroyables. Il y a ce qu'on appelle chez nous plus la colère plurielle que la gauche plurielle, plus la colère plurielle que la droite plurielle. Tout est plus ou moins sens dessus et sens dessous, dans la mesure où vous avez aujourd'hui dans l'opposition des partis qui symbolisent des compartiments de la famille libérale. Je pense à Idrissa Seck, je pense à Macky Sall. Ils symbolisent des compartiments de la famille libérale. Je ne dis pas du PDS, parce que la famille libérale est plus large que le PDS qui est une association, un parti. Alors, c'est pourquoi d'ailleurs quand on y arrivera, vous verrez que les consignes de vote au niveau des états-majors, c'est-à-dire les combinaisons d'états-majors et les pactes d'états-majors, vont poser de sérieux problèmes au niveau de l'application. Parce que quand quelqu'un évolue dans un compartiment comme Réumi, compartiment de la famille libérale, alors il lui est plus facile de retourner vers la maison mère, le PDS, vers la matrice, le PDS, que de continuer vers quelqu'un d'autre. D'ailleurs, les langues se délient même à Réumi et dans certaines formations politiques. On a vu ce qui s'est passé à Ziguinchor, avec Youssouf Djiba, un ingénieur en géologie, qui est le chef de file de Réumi à Ziguinchor, mais qui n'a pas obtempéré à la recommandation d'Idrissa Seck, qui n'a pas tenu compte du pacte d'alliance entre Réumi et la paire. Parce que, en vérité aussi, M. Faye, il n'est pas facile de muer en un temps record des adversités en amitié. Or, tout le monde sait que les partis sont formatés dans et par l'adversité. Alors, si maintenant vous dites demi-tour, comme dans l'armée, embardé, alors les gens ont du mal à obéir. Parce que le virage devient difficile, ça appelle des contorsions presque impossibles. Parce que justement, un parti politique, il est toujours formaté dans le combat, dans la combativité et dans l'adversité. Alors cette combativité et cette adversité ne peut pas être transformée par une baguette magique en une amitié soudaine. Donc le report de voix ne sera pas aussi mécanique qu'on le pense. Ça n'a jamais été mécanique quelque part. Le deuxième tour ne peut pas être la copie conforme, la lithographie, le duplicata du premier tour. Le deuxième tour, c'est presque une autre élection, avec beaucoup de paramètres qui entrent en ligne. L'émotionnel, l'équation personnelle. Le programme d'ailleurs passe au second plan au deuxième tour. C'est l'émotionnel et l'équation personnelle qui s'imposent. Et là, l'électeur, il réfléchit avant d'agir. Parce qu'il confie le destin du pays à un homme. Les consignes de parti passent au second plan. Les alliances d'état-major ne sont pas forcément respectées. Parce que les alliances d'état-major, ce sont des alliances au sommet. À la base, on peut avoir d'autres réflexes. Et même, allez-y savoir si au sommet, les alliances d'état-major sont sincères. Parce que je crois qu'il y a des situations assez contraignantes pour tout le monde. On était dans une situation où Idrissa Seck, Tanor et Moustapha Niasse, pour des raisons évidentes, ne pouvaient pas appeler à voter Abdoulaye Wade. Et Abdoulaye Wade, qui est un animal politique particulièrement doué et roué, alors il sait qu'il ne peut pas entrer par la grande porte, c'est-à-dire par le grand portail des états-majors. Il tire les ficelles. Oui, mais il passe par la fenêtre, par la porte cochère, et peut-être même à l'occasion par la cheminée, pour essayer de chipper quelques militants. Mais la grande porte, il ne peut pas y passer parce que c'est fermé. On lui a dit qu'on ne fait pas alliance avec toi. Mais qu'est-ce qui l'empêche de passer par la cheminée pour aller chercher quelques éléments de l'AFP ou quelques éléments du PS ou quelques éléments de Réumi? Alors, un deuxième tour n'est jamais la copie conforme, la lithographie du premier tour. C'est toujours différent. Et pourtant, ce samedi, Macky Sall a déclaré tout de go, game is over, la partie est finie. Là, est-ce qu'il ne fait pas trop dans le simplisme en vouloir vendre la peau de la bête Wade sans même l'avoir neutralisée ou tuée? Je ne l'ai pas entendu dire ça, moi, personnellement. Par contre, autour de Macky Sall, hier, j'ai entendu quelqu'un, Cheikh Tidiane Gadio, dire des mots très sensés. Je ne suis pas toujours d'accord avec les options de Cheikh Tidiane Gadio, mais l'honnêteté intellectuelle me commande de dire que c'est un homme très avisé quand il s'agit de porter un jugement sur la famille Wade. Qu'est-ce qu'il a dit exactement? Il a dit qu'il n'a pas l'impression d'avoir en face des gens qui préparent leurs balises pour partir. Et moi aussi, je ne suis pas loin de penser comme Cheikh Tidiane Gadio. Oui, je ne suis pas loin de penser comme Cheikh Tidiane Gadio. Je peux vous dire à brûle pour point, tout de suite, avant d'aller plus loin, que Wade ne bougera pas le 25 mars. Ah oui? Oui, entendons-nous bien. Vous avez le glossaire, le vocabulaire.
j'ai mis de côté le verbe gagner. Je ne dis pas que Wade va gagner. Je ne dis pas que Wade va passer. Mais je dis il ne bougera pas. Donc, il va confisquer. Il ne bougera pas. Je l'avais dit à propos de Gbagbo, ça s'est vérifié. Gbagbo n'a pas bougé. Il a été bougé. Mais il n'a pas bougé. Il a été bougé. Or, on n'aura pas le même scénario ici. Ici, on n'a pas l'opération Licorne. On n'a pas un mandat des Nations Unies. Wade a renvoyé le 23e BIMA, le bataillon d'infanterie de marine. Vous avez ici quelques 300 soldats français qui ne font même pas le poids devant la LGI de Mbao, devant la Légion de gendarmerie. C'est une simple force de relais et de coopération, de relais stratégique et de coopération. Alors, et ce sont des signes, parce que moi je pratique ce qu'on appelle la sémiologie chez les médecins. J'interprète des signes et des symptômes. Le premier signe, à 90 ans, Wade jette ses ultimes forces dans la bataille. Vous pensez que c'est pour perdre, c'est pour partir? André Malraux disait, le Rubicon est une rivière qu'on ne franchit pas en sens inverse. Et moi je pourrais ajouter également qu'on ne franchit pas le Rubicon pour aller pêcher à la ligne. Si c'est pour aller prendre des carpes et des mérous, vous n'avez pas besoin de franchir le Rubicon. Pourtant, il a toujours dit qu'il ne ferait pas moins que si quelqu'un franchit le Rubicon, c'est pour aller pêcher des baleines et des requins. Mais ce n'est pas pour aller prendre des carpes et des mérous. Alors, à son âge, il jette toutes ses forces, ses ultimes forces, le reliquat de ses forces dans la bataille. Premier signe. Alors, deuxième signe, le président Wade prend le risque de descendre dans un aéroport dépourvu de balises, pratiquement dépourvu de tours de contrôle, ou jugé à ses risques et périls. Oui, à ses risques et périls. Et après l'atterrissage, il indique cette infrastructure. L'image passe à la télévision. Cela veut dire qu'il n'est pas prêt à tourner le dos à ces infrastructures. Troisième signe qu'il faut interpréter, comme les médecins pratiquent la sémiologie, à la télévision, publique, chaîne publique dont l'État est maître, on exhibe des gourdins. Le gourdin suggère plus le sang que le succès électoral. Alors je peux multiplier ces signes-là. Je vous répète, on ne franchit pas le Rubicon pour aller pêcher à la ligne. Le Rubicon, ce n'est pas une rivière qu'on franchit en sens inverse. Je le dis ici. Le 25 mars, Wade ne bougera pas. Mais je ne dis pas qu'il va gagner. Oui, mais pourquoi tient-il autant à son fauteuil, le président de la République? Bon. Parce qu'il a son agenda. Il a son agenda. Caché ou révélé? Les deux. Parce qu'il y a des signes qui parlent. Il parle de ces chantiers techniques à ciel ouvert, c'est-à-dire les ponts, les routes, les autoroutes. Mais il y a le chantier institutionnel qui, lui, est un chantier souterrain. Rappelez-vous, le président Wade, il a la vice-présidence sous le coude. Voté par une procédure d'urgence par l'Assemblée nationale. Et jusqu'à présent, il n'est pas pourvu, ce poste-là. Vous pensez que c'est du tâtonnement? Ce sont des calculs bien précis. Ce ne sont pas des tâtonnements, ça. Wade ne tâtonne pas. On peut aussi ajouter autre chose. Le président Wade, qui est un monstre sacré de la scène politique, sur le plan psychologique, il lui sera difficile d'accepter une défaite causée par Macky. Ça, c'est psychologique. Celui qui a affronté Jean Collin, celui qui a affronté Abdou Diouf, celui qui a affronté Senghor. Ensuite, on n'est pas dans la situation de 2000. En 2000, Abdou Diouf avait peur psychologiquement, Abdou Diouf avait peur d'Abdoulaye Wade, opposant redoutable et déterminé. En 2012, si ce n'est pas l'inverse, je peux vous dire que Wade n'a pas peur de Macky. Il y a le peuple qui semble déterminé. Ah oui, mais bien entendu. Oui. C'est la raison pour laquelle moi j'ai été plus que précis. Je n'ai pas dit que Wade va gagner. Je le répète pour que les téléspectateurs n'aillent pas dire demain, Justin a dit que Wade va gagner. Je ne dis pas qu'il va gagner, je ne dis pas qu'il va passer, parce que passer suggère une victoire. Mais je dis qu'il ne bougera pas. C'est un sentiment, je n'ai pas de preuves comme ça que je suis capable de vous exhiber tout à l'heure. Mais un sentiment fort structure ma certitude. Que cet homme ne partira pas. Et ça sur la base des signes que je viens de passer en revue. Et est-ce qu'il est en train de mettre, si on vous suit bien, de mettre en pratique ce qu'il a toujours dit, que s'il partait, ce serait le chaos pour le Sénégal? Bon, ça, je ne suis pas d'accord. Intellectuellement et philosophiquement, je ne peux pas être d'accord. Parce que si on suit votre logique, là, on peut dire qu'on allait en aboutir à cette situation. Je peux tirer les conclusions d'une observation pointue, d'un décryptage pointu, d'un ensemble de faits et gestes, sans pour autant être d'accord avec une philosophie qui est exprimée ailleurs, même si c'est à propos. Nul n'est indispensable, à mon avis. Combien d'indispensables sont au cimetière? Combien d'indispensables sont au cimetière? Et le monde marche toujours.
Personne n'est indispensable. Le général de Gaulle, il a été remplacé par qui? Par des gens comme Giscard. Parce que l'intermède de Pompidou a été bref. Naturellement, il n'y a pas photo entre de Gaulle et Giscard, parce que Giscard a pris les diamants de Bokassa. Alors que Bokassa n'aurait jamais eu le courage de proposer des diamants à de Gaulle. Mais puisqu'il faut être remplacé, on est toujours remplacé. Par moins bien ou meilleur, ou je ne sais pas, mais on est toujours remplacé. Oui. Et est-ce qu'on peut inscrire dans l'agenda caché ou révélé de Wade son fameux projet de dévolution monarchique? Ça fait partie d'ailleurs des éléments qui lui ont fait perdre, ou en tout cas qui l'ont coincé au premier tour. Parce qu'en dehors du Wahwahed, parce que le Wahwahed a retenti négativement dans les urnes et contre Abdoulaye Wade. Vous savez, la parole c'est Kouma, comme disent les Mandingues et les Malinké. Kouma. D'ailleurs, c'est le titre d'un magnifique livre du professeur Makhili Gassama, Kouma. Or, la parole, elle est articulée, pour ne pas dire emboîtée à la personne et à ses traits de caractère. Si vous faites du Wahwahed, vous posez un problème de confiance éternelle. La confiance étant, passez-moi et pardonnez-moi l'expression, comme la virginité de la femme. Perdu une fois, perdu pour toujours. Alors, ce Wahwahed a retenti négativement. Il y a eu la violence policière aussi, que les pères de famille et les mamans de famille n'ont pas apprécié. Il y a eu le végétariat impudique du commissaire Aronassi, qui aurait pu maintenir l'ordre public sans faire du cinéma. Et beaucoup de facteurs comme ça ont joué négativement. Mais il y a aussi le phénomène Karim. Moi, mon intime conviction, c'est qu'en 2009, si Karim s'était, après l'échec, après la débâcle des locales, si Karim s'était éloigné du centre nerveux de l'État, permettez-moi de vous dire que le président Wade aurait grimpé. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Karim, d'habitude envahissant, on ne l'a pas pratiquement vu lors de la campagne pour le président. Oui, mais ça n'a rien à voir avec un éloignement des centres nerveux. En 2009, il aurait pu devenir ministre de la Santé, ministre de l'Artisanat. Pourquoi pas? L'histoire n'est pas une course de vitesse, c'est une course de fond. Pour faire la politique, il faut une patience digne de Pénélope. Je ne sais pas si vous connaissez la mythologie grecque. Il faut une patience digne de Pénélope pour faire la politique. Abdoulaye Wade a fait 26 ans avant d'arriver au pouvoir. Donc pourquoi Karim ne serait pas ministre de l'Artisanat, demain ministre de la Culture, après demain ministre de la Santé? Avec le temps, il atteindrait ses objectifs. Mais son père dit qu'il est compétent. Donc il faut qu'il lui donne des postes importants. Non, son père a dit plus que ça. Son père a dit que c'est le Sénégalais le plus intelligent. Ça aussi, ça a été payé cher dans les urnes. Parce que vous savez, la première personne du singulier, quand on l'emploie en s'adressant à son propre fils, ça pose un problème d'excès que l'on n'accepte pas facilement, que l'on repousse d'ailleurs. Donc, à votre avis, il n'a pas encore abandonné son fameux projet de dévolution monarchique, si tant est que ce projet ait existé? J'ai l'intime conviction que ce n'est pas abandonné. Sinon, qu'est-ce qui explique cette ultime bataille-là? Sinon, l'ultime bataille, pour un homme de son âge, serait sans objet. Serait sans objet. Mais il y tient. J'ai l'intime conviction qu'il y tient, jusqu'à présent. Parce que la manœuvre l'indique. C'est la manœuvre qui l'indique. Et j'ai le sentiment que les choses iront très vite. Parce que quand un homme de 90 ans sollicite un bail de 7 ans à la tête de l'État, cela veut dire qu'il pourrait, à la limite, fêter son 100e anniversaire à la tête de l'État. Ou en tout cas, il gouvernera jusqu'à 100 ans moins 3. Là, on est dans le royaume de l'absurde. Bon, mais il est sur cet axe-là. Il veut un mandat. Et il précise, j'ai besoin de 2 ans ou de 3 ans. 3 ans, oui. Il est dans une logique d'un demi-mandat, ça c'est clair. Mais dans une logique de saucissonnage. Mais c'est irrespectueux par rapport vis-à-vis des institutions. Comment peut-on demander un mandat qui passe par le suffrage universel? On l'obtient et on le saucissonne comme un gâteau de table. J'en prends 2 ans, j'en garde 2 ans et demi, le reste je repousse. Mais autant épargner au peuple sénégalais l'effort financier, l'effort politique, l'effort, j'allais dire, et même le coût social, parce que pendant ce temps, l'école est en rade. Le coût social d'une élection présidentielle. Vous pensez qu'au bout de ces 3 ans, il va céder le pouvoir à son fils, par exemple? Bon, les modalités, je ne suis pas son conseiller, je ne suis pas dans le secret des dieux, donc les modalités, je ne les maîtrise pas. Mais je lui reconnais une vive et une grande intelligence politique, ça c'est premièrement. Deuxièmement, je sais qu'en politique, rien n'est impossible parce que les mécanismes ne manquent pas, les astuces et les artifices. On peut toujours en politique, surtout sur le plan institutionnel, si on n'est pas de bonne foi, si on veut faire quelque chose, les astuces et les artifices ne manquent pas. J'ai toujours dit que la démocratie, ce n'est pas une question d'apparat, c'est-à-dire de texte. Ce n'est pas une question de décor électoral, c'est-à-dire des scrutins à répétition. La démocratie, c'est une question de sincérité. Voilà. Si les acteurs sont sincères, la démocratie connaît une promotion. Si les acteurs ne sont pas sincères, même si les meilleurs textes du monde sont sur la table, alors le recul sera toujours au rendez-vous.
Oui, nous restons avec le président de la République, Maître Abdoulaye Wade, qui a dit ce week-end que s'il n'a pas remporté l'élection au premier tour, c'est parce que aussi il y a l'Occident qui a fait campagne contre lui. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-il en train là de réveiller le sentiment nationaliste des Sénégalais? Oui, mais vous savez, en politique, on fait feu de tout bois, surtout lorsque les difficultés se présentent. Mais le nationalisme d'Abdoulaye Wade est à géométrie variable. C'est lui qui a été à Benghazi pour casser le mur de l'Afrique face à l'intervention de l'OTAN. C'est lui qui a été là-bas pour ébrécher le mur de l'Afrique, à la demande de qui, vous savez? De Sarkozy. Alors, il a été le coursier de Sarkozy, bon, alors, comme disait Tanor. Oui, quelque chose comme son télégraphiste. Alors donc aujourd'hui, s'il nous parle de nationalisme, de fierté nationale, alors nous prenons ça avec des pincettes. Bon. Et pourtant, le président Wade, il faut dire aussi que là, l'honnêteté intellectuelle et une certaine connaissance de l'histoire nous commandent de le dire. Il a été aux avant-postes quand même du combat nationaliste en Afrique, quand il était jeune. Notamment du côté de l'Algérie, où jeune avocat, il a défendu les nationalistes algériens contre le colonialisme français pendant la guerre d'Algérie. Mais vous savez, l'exercice du pouvoir, ensuite la volonté de garder le pouvoir peut mener les gens dans des directions et des labyrinthes qui n'étaient pas prévisibles. Est-ce qu'il y a quelque chose de vrai dans ce qu'il dit? Est-ce que c'est parce qu'il ne fait plus l'affaire de l'Occident que l'Occident veuille le débarquer? Écoutez, vous savez, moi, ce nationalisme à la petite semaine-là ne m'impressionne pas. Le nationalisme doit aller jusqu'à la racine d'un programme politique, jusqu'à la racine d'une vision politique. Mais vous vous rendez compte? Qui garantit notre monnaie? Ce n'est pas la France, non? La monnaie n'est pas l'un des premiers signes de souveraineté. D'ailleurs, la communauté internationale surveille le Sénégal comme du lait sur le feu. Et demain, en cas de pépin, les représailles seront terribles. Parce que le Sénégal n'est pas le Rwanda. Le Rwanda a le franc rwandais. La Guinée a le franc guinéen, après avoir expérimenté le Sili. Mais c'est une monnaie nationale. La Mauritanie a l'Ouguya. Mais nous avons le franc CFA. Donc les représailles économiques seront terribles en cas de bras de fer avec l'Occident. Ou en tout cas ce qu'on appelle la communauté internationale. C'est donc dire que le véritable nationalisme, ce n'est pas un nationalisme du discours. Ce n'est pas le nationalisme du rossignol qui chante avec sa belle voix. Le véritable nationalisme, ce n'est pas le nationalisme du rossignol, c'est le nationalisme de terrain. On prend les décisions historiquement et au bon moment. Êtes-vous en train de nous dire que la France, par exemple, a raison de s'immiscer dans ce qui se passe ici au Sénégal? D'avoir son candidat, même si le ministre des Affaires étrangères de la France, Alain Juppé, la France a son candidat? Non, je pose la question. En tout cas, Alain Juppé dit le contraire. Mais dans les faits, est-ce que la France n'a pas son candidat ici? Moi, tel que je connais la politique française en Afrique, je vous dirais que la France a son candidat et ses candidats. La France flatte le président, ménage l'opposant, aide le maquisard. Ces œufs sont répartis dans 3 paniers. Quelle que soit la secousse et l'intensité des secousses, les intérêts français surnagent. La France flatte le président, ménage l'opposant, aide le maquisard. Donc la France a son candidat et ses candidats. Est-ce que vous l'avez identifié, ce fameux candidat de la France? Je vous dis que son candidat et ses candidats. Non, je dis son candidat et ses candidats. À partir du moment où c'est pluriel, je ne peux plus l'identifier. Oui, mais peut-être Macky en fait partie. Ah mais c'est vous qui le dites, ce n'est pas moi qui le dis. C'est une question. D'après ce que vous en savez. Non, ce que j'en sais de la France, mais pas ce que j'en sais de Macky. Il faut faire la différence entre la France et Macky. Sur Macky, je ne peux pas me prononcer, je n'ai pas les éléments d'information. Parce qu'il est facile de dire n'importe quoi. Par contre, je connais la politique française en Afrique, pour l'avoir vue de très près en Centrafrique, pour l'avoir vue de très près au Togo, pour l'avoir vue de très près en Côte d'Ivoire, parce que moi j'ai écumé l'Afrique. Bon, disons une bonne partie de l'Afrique. Je l'ai vu aussi au Niger, avec l'uranium. Le coup d'état de Séni Kountché déjà, en 1974, avec des odeurs d'uranium, etc. Donc je sais comment elle opère. Au moment où Macky Sall cherche des alliés politiques, Abdoulaye Wade lui sollicite des ndigal. Cette fameuse consigne de vote peut-elle encore prospérer ici au Sénégal? D'abord, moi j'ai horreur des consignes de vote. Ndigal ou pas, j'ai horreur. Parce que la consigne de vote est d'essence antidémocratique. En mai 68, en France, il y avait un slogan qui avait fait florès. On disait, il est interdit d'interdire en démocratie. Mais moi, je pourrais ajouter aussi qu'il est interdit d'ordonner en démocratie, surtout s'il s'agit d'ordonner un vote. Alors, donc, un ndigal est d'essence antidémocratique. Mais ça n'a rien à voir avec la place des marabouts sur l'échiquier politique. Parce que, pour moi, les marabouts, c'est des citoyens, ça c'est une vérité élémentaire. Deuxièmement, l'histoire du Sénégal a démontré que les marabouts peuvent représenter un pôle d'impulsion du nationalisme.
pendant l'éclatement de la Fédération du Mali en août 1960, on se souvient encore du rôle joué par certains marabouts pour galvaniser le patriotisme sénégalais par des discours appropriés. Bon, les marabouts aussi peuvent être un pôle d'ancrage et surtout d'impulsion du développement économique à travers l'agriculture. Donc moi, je ne mets pas une croix sur les marabouts. Mais étant un fanatique de la démocratie, c'est le seul domaine d'ailleurs où moi j'affiche mon fanatisme, la démocratie. Étant un fanatique de la démocratie, je dis que le vote, la consigne de vote, c'est-à-dire le ndigal, est d'essence antidémocratique. À partir du moment où les petits de la case du même nom, c'est-à-dire les petits de la case des tout-petits, ne votent pas, à partir du moment où les garçons de 16 ans ne votent pas, à partir du moment où on vote à partir de 18 ans, même la consigne civique du père est inadmissible, a fortiori celle du marabout. Même votre père ne doit pas vous donner une consigne civique comme ça. Donc moi je suis contre le ndigal. Mais il faut que les hommes politiques aussi soient conséquents. Il ne s'agit pas de redouter aujourd'hui le ndigal que Wade est en train d'engranger, tout en ayant un comportement également qui pose problème par rapport à la santé et à la vitalité des institutions. Les deux candidats, Abdoulaye Wade comme Macky Sall, quand ils vont à Touba, ils s'agenouillent, ils rampent comme des reptiles devant le marabout. Ça pose problème par rapport à la santé de nos institutions. Parce qu'en vérité, je ne suis pas contre l'option confrérique de tel ou de tel candidat ou de tel président de la République. Le président de la République est un musulman, dans le cas d'espèce. Abdoulaye Wade, il est musulman. Le président de la République, il est mouride. Quoi de plus normal? Jusque-là, c'est très normal. Mais moi, en tant que citoyen, je suis affligé lorsque je vois le président par terre devant les caméras de la télévision. Par contre, si on ferme les portes, on élimine les caméras de la télévision, il peut effectivement s'agenouiller devant son marabout. Mais tant qu'il porte l'État sur les épaules, tant qu'il a le manteau de l'État, alors je ne suis pas d'accord. On peut le faire en privé. Mais il se trouve aussi que Macky a la même attitude, la même obséquiosité. Donc ça ne me rassure pas moi. C'est de ce point de vue que je m'oppose au mélange. Mais sinon, les marabouts ont le droit de faire de la politique. Mais les hommes politiques aussi ont le devoir de s'occuper de la santé des institutions et de ne pas les ruiner. Oui, mais... Donc, il y a des choses qu'on peut faire le plus légitimement du monde parce qu'on est talibé. Parce que le président, il est talibé. Ensuite, l'homme politique, il va aller au palais, mais il va aller aussi au paradis. Donc moi, j'accepte que l'homme politique soit mouride. J'accepte que l'homme politique soit tidjane. J'accepte qu'il soit catholique. Mais quand il a l'État sur les épaules, il y a des postures qu'il doit éviter devant les caméras de la télévision. Par contre, si on ferme la porte, les fenêtres, on baisse les rideaux, il peut avoir n'importe quelle posture. Mais ce caractère anti-démocratique du ndigal peut-il influer sur l'efficacité même de cette fameuse consigne de vote? Bon, le ndigal est une facette de notre réalité démocratique. On ne peut pas l'effacer comme ça. C'est une facette de notre réalité démocratique, il faut faire avec. Il faut faire avec jusqu'à ce que ça change. Et faut-il en rire ou en pleurer d'ailleurs? Ça me rappelle le titre du roman de Henri Lopez, Le pleurer rire, le pleurer un trait rire, mot composé, le pleurer rire. C'est un peu ça, vous caractérisez bien ça. Le ndigal, faut-il en rire ou en pleurer? Mais dans tous les cas de figure, il faut en finir d'une manière méthodique pour que le salut de notre démocratie soit assuré. Et ce n'est pas demain la veille, si on oui. Mais cela exige un engagement démocratique de la part des acteurs, parce que j'ai dit tout à l'heure que le ndigal est d'essence antidémocratique. En démocratie, on ne doit ni interdire ni ordonner. Mais en même temps aussi, il faut que les hommes politiques soient conséquents et cohérents. Vous ne pouvez pas 24 heures sur 24 solliciter les marabouts et en même temps, dans la même minute, leur demander également de rester à leur place. Parce que c'est vous qui allez à leur rencontre. Les marabouts ne se promènent pas en général, en tout cas les plus grands. Aujourd'hui, il y a Idrissa Seck, Moustapha Niasse et Ousmane Tanor Dieng qui, contre mauvaise fortune, semblent faire bon cœur en signant des alliances avec Macky Sall. Certains pensent qu'en signant ces mêmes alliances, ils ont en même temps signé leur arrêt de mort politique. Est-ce votre avis? Non, je ne le pense pas. Vous savez, la politique, c'est un peu à la guerre, comme la guerre, à cette différence près que dans la guerre, on meurt une seule fois, alors qu'en politique, on se relève et on repart à l'assaut. En temps de guerre, si vous recevez une balle dans le ventre, c'est fini. Vous êtes soit mort, soit hors de combat, pour employer le jargon des militaires. En revanche, en politique, on peut mourir 5, 6 fois, 10 fois. Donc quand vous dites qu'en signant, ils ont signé leur arrêt de mort, je ne le pense pas. La politique, elle est tellement fertile en rebondissement. On n'est jamais mort. Tant qu'on n'est pas allé au cimetière de Yoff ou à Bethany, on peut toujours espérer. Même si souvent c'est leur âge qui pose problème, surtout celui de Moustapha Niasse. Mais entre nous, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'âge plafond. On a un âge plancher ici au Sénégal. Vous voyez, souvent les gens d'ailleurs font une grosse erreur quand ils font le parallèle avec le Bénin.
Ils disent Yahi Boni, Yahi Boni. Mais je leur rappelle que si Yahi Boni est devenu président, c'est parce que la constitution béninoise plafonne les candidatures à 70 ans. Mais si les dinosaures étaient candidats, ils ne seraient jamais devenus présidents. Parce que si vous venez dans le zoo, ce qu'on appelle le zoo, plus ou moins la région de l'Atlantique, vous avez le fief de Soglo. Imbattable là-bas. Le nord, Parakou, c'est une citadelle inexpugnable pour Kérékou. Ailleurs, vers Ouida, vous avez aussi Amoussou. Alors, donc, si Yahi Boni a pu se faufiler et se retrouver au palais, c'est parce qu'effectivement, la Constitution a balisé la voie. Il était en face des allées du Centenaire, c'est-à-dire un boulevard dégagé, il est arrivé au pouvoir. Malheureusement, au Sénégal, le boulevard n'est pas dégagé par la Constitution. On peut se présenter jusqu'à l'âge de 110 ans, oui. 150 ans. Babacar Justin Ndiaye, vous êtes spécialiste des questions casamançaises et nous allons un peu analyser le vote en Casamance qui a majoritairement voté Abdoulaye Wade. Wade qui avait promis de régler la crise casamançaise en 100 jours obtient la majorité en Casamance. Est-ce que vous relevez un paradoxe dans ce fameux vote des Casamançais? Est-ce que cela veut dire qu'ils sont satisfaits de la gestion de la crise par le président Wade? Ils ne sont satisfaits certainement pas. Parce que les mines ont fait des dégâts. Les séquelles et les affres de la guerre sont toujours visibles en Casamance. Ce qui devait être un grenier pour le Sénégal est devenu également quelque chose comme une sorte de tonneau des Danaïdes où l'on déverse une certaine aide alimentaire. Alors donc, la Casamance, c'est le royaume de l'absurde. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire, électoralement. Effectivement, voilà une région dans laquelle le président Wade pose des actes plus ou moins choquants, parfois même provocateurs. N'empêche, c'est lui toujours qui gagne les élections. Comment faut-il l'expliquer? Bon, on peut mettre ça sur le compte, si vous voulez, de la folle loyauté des Casamancés. Leur culte de la loyauté, à la limite, leur mystique de la loyauté. Parce qu'ils sont toujours derrière leur leader. Aujourd'hui, ils sont derrière Abdoulaye Wade. Hier, ils étaient derrière Robert Sagna. Mais il faut dire aussi que le régime socialiste n'a pas fait mieux qu'Abdoulaye Wade en Casamance. Il faut dire aussi il faut rappeler aussi que les choses ont commencé sous Abdoulaye Wade. Et d'ailleurs, il s'est passé des choses en Casamance sous le régime socialiste. Aujourd'hui, militairement, c'est devenu difficile. Moi, je me souviens des chevauchées meurtrières du MFDC à Babonda, dans le triangle des Madina. Medina Chérif, Medina Mankagne et Medina Tcherno, le fameux triangle des Madina. À Guidel, à Tamp, l'armée s'est retrouvée avec 10-15 morts parfois. Nous sommes dans les années 98-99. Aujourd'hui, quand même, les chevauchées meurtrières du MFDC sont plus rares, même si elles existent périodiquement, sporadiquement. Mais sur un autre plan, la Casamance est passez-moi l'expression, un foutoir, dans lequel on peut se permettre n'importe quel micmac politique, surtout en rapport avec les élections qui vont venir. Et là, je vous dis que pour le deuxième tour, la marge de manœuvre existe. Alors, la marge de rattrapage existe, en dehors même du taux d'abstention. Il y a qu'en Casamance, on peut multiplier les micmacs. Je peux vous dire que lors du scrutin passé au premier tour, à Thionkessil, ce qui s'est passé laisse perplexe les observateurs. On était en plein décompte jusqu'à 20 heures. Moustapha Niasse était en tête. Subitement, le commandement militaire local arrive pour dire que, d'après des informations, le MFDC est en train de rôder autour du village. Panique, sauf qu'il peut, on s'en va, les bulletins vont dans et on annule le vote. Alors, les militaires, à l'orée du village, à la sortie du village, ouvrent le feu à l'arme lourde. Mais la nuit noire, le renseignement militaire, qui est fiable, a priori, vous dit que les rebelles vont venir. Vous prenez la fuite, vous allez sous votre lit. Est-ce que vous allez ressortir de votre chambre pour aller contrôler si c'est une bataille fictive, si c'est du cinéma ou une attaque réelle? Mais dans les deux cas, le dépouille s'est terminé en queue de poisson et Moustapha Niasse, qui était en tête, a perdu ces votes-là. Donc aujourd'hui, la Casamance est toujours, passez-moi l'expression, un foutoir dans lequel et par lequel on peut multiplier les micmacs au deuxième tour. C'est pourquoi il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant d'avoir neutralisé l'animal. Hein, oui. Et le fait que la Casamance ait majoritairement voté Wade, cela veut-il dire que les Casamancés ont refusé l'offre politique de Macky Sall? Non, c'est beaucoup plus compliqué. Les offres politiques étaient plurielles. Il n'y avait pas que celle de Macky Sall. Concernant notamment la gestion de la crise casamançaise. Oui, mais sur la gestion de la crise casamançaise, tous les acteurs politiques sont plus ou moins superficiels. Tous les candidats ont été superficiels. Et pour cause, hein, parce que quand on est candidat, qu'est-ce qu'on a? On a un programme. Un programme, c'est quoi? C'est un catalogue de promesses, un catalogue de professions de foi. Ça ne tire pas toujours à conséquence.
Je vous rappelle le mot de Levi Eshkol, qui était Premier ministre d'Israël avant Mme Golda Meir. Il disait, j'ai fait des promesses, mais je n'ai pas fait la promesse de tenir mes promesses. Alors, donc, vous voyez, moi les programmes en campagne électorale, je ne les écoute pas. Nous restons avec la Casamance. Troisième attaque en 3 mois de la brigade d'Afignam. Attaque qui a fait ce matin 3 morts. Alors, quel intérêt les rebelles trouvent-ils en attaquant cette brigade militaire? Ah bon, moi je ne lis pas les ordres du jour du maquis, comme disent les militaires, parce que chaque matin, dans une unité de l'armée ou dans une unité de maquis, on fait un ordre du jour. Donc moi je ne connais pas l'agenda du MFDC, je ne sais pas pourquoi il cible... Mais c'est suspect quand même. C'est troublant. Oui. Voilà. Bon, il faut dire que la brigade d'Afignam est une brigade également, parmi entre autres missions, de protection du barrage. Parmi autres missions. Sur le plan du symbole aussi, je peux vous signaler que César Atoute Badiad a épousé une fille, Baïnounké, du côté d'Afignam, originaire d'Afignam. Bon. Koumassane est de Djegoun, ce qui veut dire qu'il n'est pas très loin. Bon, même si Djegoun n'est pas à côté d'Afignam, mais c'est toujours dans le département de Bignona, et par un certain axe, on peut quitter Djegoun et aller à Afignam. Donc en fait, je ne sais pas, faut-il accorder, plutôt rattacher ça à des symboles, ou faut-il trouver d'autres motivations d'ordre opérationnel? Je ne sais pas très bien. Comme objectif militaire, qu'est-ce que ça représente? Je ne sais pas très bien. Bon, pourquoi la gendarmerie est ciblée? Bon, ça pose un autre problème aussi. Le problème à la limite même de l'implication plus poussée de la gendarmerie dans cette guerre. Cherche-t-on à impliquer la gendarmerie dans cette guerre, alors qu'effectivement il aurait dû s'impliquer davantage? Mais ça c'est un autre débat technique et opérationnel qui n'a rien à voir avec les élections. Mais vous dites effectivement, vous avez raison, vous dites vrai quand vous dites qu'effectivement ces attaques à répétition laissent les observateurs assez interloqués, quoi. Oui, la Guinée-Bissau, pays frontalier avec le Sénégal, choisit son président dimanche prochain. L'issue de ce scrutin est-ce que ça pourrait avoir des répercussions sur le conflit casamancé? Ah, inévitablement, inévitablement. Nous tous, nous connaissons la vieille leçon de Bismarck. Un pays fait son histoire, mais subit sa géographie. Donc nous subissons la géographie du côté de la Guinée-Bissau. Et c'est un pays assez délicat du point de vue de sa vie politique. Alors, on est dans une transition qui est sur le point de se conclure, mais allez-y savoir. Parce qu'en Guinée-Bissau, tant que vous n'êtes pas à l'épilogue des choses, ne jurez de rien du tout. Alors, les secousses potentielles ne manquent pas. Alors, s'il y a un pays qui ressemble à un volcan, pour le Sénégal et pour lui-même, c'est bien la Guinée-Bissau. Oui, au Congo-Brazzaville, une caserne, un dépôt de munitions a explosé et a fait au moins 200 morts. Ce scénario est-il possible au Sénégal? Bon, écoutez, moi je ne connais pas la cartographie, j'allais dire, des munitions, des poudrières du Sénégal dans les détails. Bon, donc ensuite, je ne peux pas apprécier le niveau de sûreté. Moi, je suis un peu loin de tout ça. Bon, et puis un accident, hein, si c'est un accident. Nul n'est à l'abri d'un accident. Parce que des accidents sont intervenus en France. Il y a eu Tchernobyl, etc. Au Japon récemment. Alors, ce qui veut dire que l'accident, c'est autre chose. Oui, mais une caserne au cœur d'une ville, ça pose problème. Oui, mais il faut. Moi, je connais le Congo-Brazzaville. Alors, vous avez des quartiers assez populaires comme Pila et Potopoto. Alors, c'est des quartiers qui n'avaient pas cette taille-là, il y a 20 ans ou 30 ans. Au moment où le président Ngouabi implantait, parce que c'est une caserne des blindés, qui n'existait pas là-bas, c'est sous Ngouabi, le capitaine Ngouabi, que ça a été installé. Et ça a été renforcé sous Yombi au Pango. Moi, je connais bien cette caserne, j'ai été à Mpila. J'ai été même une fois dans cette caserne, parce que j'ai un ami officier qui était là-bas dans les années 80. Et vous avez vu cette situation venir? Oui, mais à l'époque, c'était en dehors de la ville. C'est comme l'aéroport de Dakar-Yoff. L'aéroport de Dakar-Yoff, en 1962-63, c'était en brousse. Mais aujourd'hui, vous avez les Almadies derrière. Ça, ce sont des développements, c'est le développement urbain qui crée des situations incommodes et extrêmement dangereuses comme celle-là. Mais ce qu'il faut déplorer dans ce cas du Congo-Brazzaville, c'est en fait l'extrême malgouvernance du régime Sassou Nguesso. Vous vous rendez compte, un pays qui produit du pétrole à Pointe-Noire, un petit pays qui n'est même pas peuplé, sur le plan de la superficie, vous avez le littoral plus la cuvette, et un petit corridor qui tourne autour du chemin de fer moyen Congo. C'est rien du tout le Congo, Brazzaville, par rapport aux géants de la RDC. Alors, ce petit pays-là, géographiquement petit, démographiquement petit, est si mal gouverné qu'on n'a même pas de médicaments dans des hôpitaux, alors que le pétrole coule à flot. Alors c'est ça qui est affligeant, le problème de la malgouvernance.
Et cette explosion a mis en exergue l'extrême malgouvernance de ce pays. Tout est lié, quoi. Oui, oui, oui. Tout est lié. Voilà. Nous allons finir avec la politique. On a parlé du régime de l'alternance à l'issue de la présidentielle de 2000. Si Macky Sall était élu président, va-t-on continuer de parler d'alternance? Ou bien on va changer de vocable? Bon, en bon français, on dirait réajustement de l'alternance. On réajusterait l'alternance. On réajusterait l'alternance. On n'a pas besoin de faire la révolution tous les matins, ce n'est même pas possible. Comme dirait l'autre, on ne peut pas faire la révolution tous les matins. Donc alternance tous les jours, ça n'a pas de sens. Mais la vie nous commande des réajustements interminables. Donc moi je parlerai plutôt de réajustement de l'alternance, d'autant plus que Macky Sall vient d'où? Macky Sall nous arrive de l'horizon même de l'alternance originelle, non? Il nous vient de l'alternance originelle. Donc certainement il sera bien outillé pour réajuster ce que lui-même a contribué à mettre en place. Pensez-vous qu'au lendemain du 25 mars, rien ne sera plus désormais comme avant, comme disent les autres? Ce sera un saut dans l'inconnu. Je vous ai dit tout à l'heure que Wade ne bougera pas. Donc ce sera un saut dans l'inconnu qu'il faudra gérer. Babacar Justin Ndiaye, merci. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce numéro d'opinion qui recevait ce dimanche Babacar Justin Ndiaye, journaliste, analyste politique. Rendez-vous dimanche prochain. Au revoir.